Spéciale élection, donc c'est pour mardi prochain. Le scrutin se approche maintenant à grands pas. On accueille ce soir avec beaucoup de plaisir Miri Rossmann. Bonsoir. Vous êtes chargée de communication francophone pour l'Union sioniste, qui a repris la tête dans les sondages. Ça vous donne le sourire. Est-ce qu'il a le sourire également? Oui, quand même. Benjamin Lashkar, bonsoir. Vous êtes porte-parole francophone, je plaisante, pour le Likoud, emmené par Benjamin Netanyahou. On sera également tout à l'heure en direct avec Cyril Amar et nos envoyés spéciaux qui suivent ce soir eh bien, une rencontre organisée par la liste Chasse et son leader Aryeh Deri dans un village situé tout près de Lod, pas très loin de Tel Aviv. On verra comment eh bien, ce parti orthodoxe cible ses électeurs. Dror Even-Sapir, notre analyste politique, est là également. Bonsoir. Alors, il n'y a pas de sondage ce soir. On va dire que les sondeurs font relâche. Mais on est toujours sur la lancée des ceux qui ont été publiés ces derniers jours, c'est-à-dire qui montrent que l'Union sioniste est devant, ce qui emmène peut-être une réorganisation de la stratégie du Likoud? Bien évidemment, puisque avec un écart qui se creuse entre l'Union sioniste et le Likoud, aux dépens du Likoud, eh bien, la stratégie du parti au pouvoir ne peut que changer de nature et d'objectif. Il s'agit de créer un véritable électrochoc dans l'électorat de droite, eh bien, en disant à ces électeurs qui sont peut-être tentés par le vote en faveur d'autres formations politiques, à la droite du Likoud ou à sa gauche, les formations centristes dirigées par Moshe Kachlon ou Yair Lapid, et puis à la droite du Likoud des formations dirigées par Naftali Bennett ou Eli Yishai, eh bien tous ces électeurs qui pourraient être tentés par délaisser le Likoud ou tout simplement par eh bien, ne pas voter, ne pas se déplacer le 17 mars pour placer un bulletin Likoud dans l'urne, eh bien face à toute cette partie de l'électorat traditionnel du Likoud qui a tendance à délaisser ces derniers temps, il s'agit de créer une espèce, encore une fois, d'électrochoc pour eh bien, lui faire peur en quelque sorte et agiter la menace d'un retour de la gauche au pouvoir en donc tentant de remobiliser cet électorat. Le problème, Jean-Charles, de cette stratégie, c'est que les électeurs qui ont tendance à délaisser le Likoud, encore une fois, ne le font pas parce qu'ils ont forcément en tête des considérations, je dirais, diplomatiques ou sécuritaires qui sont les principaux chevaux de bataille du Likoud et de Benjamin Netanyahou. L'Iran, les attentats, les risques d'attentats si la gauche revient au pouvoir. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahou était dans un hôtel de Netanya qui avait connu il y a une dizaine d'années l'un des pires attentats de l'histoire d'Israël. C'est pas un hasard si Benjamin Netanyahou se déplace dans ce genre d'endroit. Encore une fois, ce qu'il veut dire à son électorat, c'est attention, en termes de sécurité, rien de mieux que moi ou que la droite pour contrer ce genre de menaces. Mais l'électorat qui délaisse le Likoud aujourd'hui, il ne le délaisse pas à cause de ce genre de thématiques, mais plutôt en raison des thématiques sociales, économiques, internes, qui ont été un petit peu délaissées par le Likoud au cours de cette campagne, ce qui fait le succès d'un Yair Lapid, ce qui fait le succès d'un Moshe Kachlon, et ce qui fait que le Likoud aujourd'hui est dans une mauvaise place dans les sondages. Donc il n'est pas certain que cette stratégie de la crainte de l'épouvantail que serait un retour de la gauche, avec ce qu'elle pourrait éventuellement entraîner en termes de risques sécuritaires, il n'est pas sûr que ce genre de thématique soit véritablement efficace dans une entreprise de reconquête de l'électorat du Likoud. Alors, vous partagez cette analyse ou pas? Vous sentez qu'il y a aujourd'hui une tendance qui s'est clairement mise en faveur de l'Union sioniste et que ça va réagiter la campagne qui reste les quelques jours? D'abord, je suis très contente qu'on a monté dans les sondages, c'est clair. Mais je pense que le Likoud, il sait faire peur. Il fait peur soit par l'Iran, soit par l'attentat, soit... Tout le temps, il nous fait peur et il oublie. Il y a des gens ici, il y a des problèmes économiques, il y a des pauvretés, il y a des écarts sociaux, il y a des problèmes de logement. Il y a tellement de problèmes dans ce pays qu'il faut prendre compte de ça. Et je suis d'accord avec Dror que les citoyens israéliens, ils commencent à comprendre qu'ils veulent une autre vie. On voit les sondages, on a vu le résultat dans les universités hier, on a vu le résultat dans les lycées. C'est l'avenir, c'est le prochain génération d'Israël et ils veulent autre chose. Ça fait 6 ans qu'on a eu Netanyahou comme Premier ministre, rien n'a bougé. Rien. Vous êtes d'accord, Benjamin Lashkar? Pas exactement. Écoutez, je suis juste d'accord avec une chose, et j'ai un regret personnel, c'est que le Likoud n'a pas fait assez campagne sur l'économie, et il aurait dû... C'est un peu tard, là. Il reste encore quelques jours. Il l'a fait un peu, pas assez.
Il aurait dû, parce que les résultats du Likoud sur le plan économique depuis 6 ans, contrairement à toute la propagande mensongère de Yesh Atid ou ici du Parti travailliste, sont excellents. Il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est sûr qu'il y a le problème du logement qui doit encore continuer de traiter. Mais on parlait par exemple de la pauvreté. Le taux de pauvreté a baissé de 20%, c'est-à-dire il est passé, selon le CDE, de 22 à 18%, 250 000 pauvres en moins. Le chômage est un des plus bas du monde développé. Les salaires sont en augmentation constante, etc. etc. Ce qu'a fait le Likoud, ce que n'a fait aucun autre parti avant, on a beaucoup parlé, c'est les infrastructures vers la périphérie. Les vrais écarts sociaux, c'est entre le centre en Israël et la périphérie. Qu'est-ce qu'a fait le Likoud? Il a construit massivement des trains, des routes, et on relie maintenant les zones les plus reculées d'Israël avec le centre. Et dans quelques années, ça sera complètement fini. Et ce sont des choses concrètes que les citoyens voient. Malheureusement, je vais vous dire, et c'est ça le problème, il a dit le Likoud aime faire peur. Mais on a raison de faire peur. Moi, je me rappelle quand la gauche est au pouvoir, je me rappelle l'intifada, je me rappelle l'Eitnat-Kut, c'est-à-dire le désengagement de Gaza et les missiles qui arrivent maintenant sur Tel Aviv. Oui, la gauche nous fait peur, réellement. Moi, j'ai peur pour ma sécurité. Si la gauche est au pouvoir, si quelle aventure mystique ou messianique la gauche va encore nous inventer et va encore mettre la sécurité des Israéliens en danger. Donc on a raison d'avoir peur. Malheureusement, d'une certaine façon, quand les choses vont bien, les gens ont tendance à oublier ce qui se passait avant. Ils ont tendance à oublier quelle était la situation quand la gauche était au pouvoir. Ils sont habitués à une bonne situation et il faut leur rappeler ce qui va se passer si jamais la gauche prenait le pouvoir. Bon, je peux donner D'abord, on va prendre quelques chiffres parce que tout est mensongère. Déjà, on va dire que 55% de prix de logement entre 2008 et 2013 ont augmenté. Coût de la vie, logement plus 70%. Le produit de base plus 30%. Service d'éducation plus 23%, etc. etc. Je pense que c'est très important le problème d'Iran. Vous avez raison. Moi, ce qui me fait peur, c'est M. Netanyahou. Et moi, ce qui me fait peur, c'est En fait, c'est même pas M. Netanyahou, parce qu'en fait, le Likoud n'est plus ce qu'il était avant. Le Likoud d'aujourd'hui, sur le M. Netanyahou, il est beaucoup plus extrémiste. Je n'ai pas fini. Le Parti travailliste, c'est le parti de Ben Gurion. Je ne vous ai pas coupé, laissez-moi terminer. Je ne vous ai pas coupé, laissez-moi terminer. C'est une partie travailliste. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Allez-y, finissez. Le Likoud, même des gens, de membres de Likoud, aujourd'hui, ils ne croient plus M. Netanyahou. Regardez qu'est-ce qui se passe dans le sud, Brom, Kiel. Où était M. Netanyahou jusqu'à samedi? Seulement quand il a attendu que peut-être ils vont aller à la démonstration de samedi au Kikarabin, il s'est réveillé à faire quelque chose. Il y a des gens qui vont être dans les rues, il ne fait rien. Alors, moi, je peur de cette situation-là, des situations économiques ici, des chômages, de pauvreté, de fausses et des écarts de la société. Oui, ça me fait peur, l'Iran aussi. Mais il ne faut pas laisser de côté tout ça. Alors, c'est vrai que sur les questions sécuritaires, on a vu que les critiques visant Netanyahou, même sur ce terrain-là, se faisaient de plus en plus pressantes, notamment de la part de représentants de l'armée ou des services de renseignement. C'était le cas aujourd'hui. Il y avait une nouvelle charge, justement, d'anciens dirigeants, notamment un ancien chef du Mossad, Shabtai Sharvit, qui s'est exprimé. On écoute un extrait. Tenter de contenir la menace est important. Mais ce n'est ni une stratégie ni un agenda. C'est une sorte de tactique afin de lutter contre un type de problème défini. Mais non, ce n'est pas une stratégie. Il ne s'agit pas d'être agressif, il s'agit d'être inventif, d'être actif et surtout pas passif. Voilà, propos recueillis par Shai Ben-Ari. Alors, Dora Ben Sapir, qu'est-ce que ça signifie, ce genre de... C'est pas la première fois, Jean-Charles, que des membres de l'establishment sécuritaire, nos anciens généraux, des anciens numéros 1 du Mossad, comme Shabtai Shavit, puis on a entendu bien évidemment Meir Dagan samedi soir au cours de ce grand rassemblement de la gauche, s'expriment contre Binyamin Netanyahou. Binyamin Netanyahou n'a jamais entretenu de bonnes relations avec l'establishment sécuritaire, qui s'est toujours méfié de lui. Alors, il y a aussi des raisons peut-être un petit peu idéologiques, parce que en général, les dirigeants des services secrets ou la plupart, c'est peut-être moins le cas maintenant, mais en tout cas une bonne part des anciens généraux ont adopté des positions concernant l'avenir des territoires conquis en 67 qui sont plutôt proches de celles du centre ou de la gauche que de celles de la droite qui est représentée par Binyamin Netanyahou. C'est pas vraiment une nouveauté. Bien évidemment, ce n'est pas un hasard que ce genre d'attaque soit formulé à si peu de temps du scrutin du 17 mars. Ce qui est un peu nouveau, peut-être, c'est que des gens comme Shabtai Shavit ou Meir Dagan, à l'origine, ce ne sont pas des gens de gauche, ce sont plutôt des gens même proches de la droite israélienne et qui considèrent bien que, d'un point de vue diplomatique ou sécuritaire, Israël est dans l'impasse. Maintenant, bien évidemment, la question qui peut se poser, c'est quel effet ce genre de déclaration a sur l'électorat.
encore une fois, il semblerait que dans un scrutin, dans une campagne électorale qui a quand même été plutôt dominée par les questions économiques et sociales, ce genre de déclaration n'est pas véritablement d'effet d'influence sur le comportement de l'électorat en Israël. Je peux me tromper, mais en tout cas, il semblerait, d'après les sondages, que les Israéliens vont voter en fonction de leurs préoccupations économiques et sociales, davantage. Vous avez l'impression que ça... comment se fait-il qu'on attaque Netanyahou justement sur le sécuritaire aujourd'hui, et quand on entend justement de tels responsables qui ont occupé de hautes fonctions aujourd'hui dire que... Il y a vraiment rien de nouveau. C'est le vieil establishment Mapai, c'est-à-dire de la gauche israélienne qui était dans l'armée. C'est les mêmes gens qui avaient appelé à faire le désengagement de Gaza en disant que ça serait parfait pour la paix et la sécurité. On a vu le résultat. C'est pas par hasard que les généraux dirigent pas le pays dans les démocraties. En général, comme disait, je ne sais plus quel dirigeant français, ça m'échappe, mais la politique est une chose, enfin la guerre est une chose trop sérieuse pour laisser aux militaires. Clémenceau, voilà. Donc, qui s'occupent, ils ont beaucoup de droits, ils ont fait beaucoup de choses fantastiques. Il vaut mieux qu'ils s'occupent pas de politique. Écoutez, depuis quelques jours, je suis très contrariée parce que depuis qu'il y avait le discours de Meir Dagan, on a attendu Eli Danon et d'autres membres de Likoud disant de choses sur un monsieur qui a donné 45 ans de sa vie pour le pays. Moi, j'étais sur la place. Il a parlé de fond de son cœur. Et on a oublié que lui, il a aidé M. Sharon à l'époque aux élections. Et il a dit tout lui-même. Il est ni de droite ni de gauche. Il est inquiet pour ce pays. Et moi, je suis inquiète pour ce pays. Et on voit tous ces généraux. Il y a tellement de généraux. On peut pas... Il y a tellement de généraux qui disent toutes ces choses-là. Et pour vous, c'est comme... Ah oui, c'est des gens que soit Meir Dagan n'a pas eu le 6e année pour continuer son poste, l'autre n'a pas eu celui-là. Je vous coupe pas, vous me coupez pas. Non, si répondre, alors il y a des généraux qui disent l'inverse. Plein de généraux disent l'inverse. Écoutez, au moins on les écoute moins et on les écoute parce qu'ils sont d'accord avec vous, c'est tout. C'est pas d'accord avec moi, ils sont vous sélectionnez ceux qui pensent comme vous, c'est tout. Il y a des généraux qui sont très inquiets pour le pays et qui disent l'inverse de ce que vous racontez. Les généraux ne font pas la politique. Moi, ce qui me tient au cœur, c'est ce pays. Je veux voir que mes enfants et les petits-enfants un jour que j'aurai vivront dans un pays juif, pas un pays binational, un pays avec sécurité, avec possibilité d'acheter des logements, pas avec des écarts et des fossés des pauvretés, pas avoir peur de faire des gens qui sont hystériques, qui font peur tout le temps. Je suis désolée, c'est pas ça. Et on peut pas tout le temps dire tout le monde a tort et c'est nous qui a raison et on va tout avec Vous n'avez pas un peu honte, excusez-moi, vous n'avez pas un peu honte en tant que femme de gauche. Vous nous avez amené Oslo, 1500 morts. Vous nous avez amené le désengagement de Gaza, encore maintenant des missiles sur Jérusalem, Tel Aviv, Ashkelon. Et maintenant vous voulez continuer encore comme si c'était rien passé. Vous dites pas on a eu tort, vous avez jamais dit que vous avez tort. Vous avez jamais dit que vous avez tort. Excusez-vous pour ce que vous avez fait. Isolement, l'État d'Israël est isolé. Complètement faux. On a des relations que le Premier ministre a fait tellement de dégâts avec les États-Unis. Avec l'Europe. Israël n'a jamais été aussi populaire aux États-Unis qu'aujourd'hui. Regardez les sondages. Israël n'a jamais été aussi populaire aux États-Unis. Le sondage de Gallup chez les Américains. Oui, au Congrès. Quel Américain? Peut-être Sheldon Adelson qui paye Israël. 70% des Américains ont une bonne opinion d'Israël. Netanyahou lui-même est une des personnalités les plus populaires politiques aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il est plus populaire que Obama, il est plus populaire que les leaders républicains. Il ne dirige pas les États-Unis, il dirige l'État d'Israël. Vous avez raison, vous voyez, on est isolé. On a des relations. On avait une délégation du Japon, première fois de l'histoire. Le premier ministre japonais, 150 hommes d'affaires qui sont arrivés il y a quelques semaines. On a aujourd'hui un gouvernement pro-israélien en Inde, une des plus grandes puissances du monde. Les relations avec la Chine sont excellentes. Alors c'est vrai qu'avec Obama a un petit problème personnel avec Netanyahou. Mais Obama, ce n'est pas l'empereur. Obama, ce n'est pas celui qui dirige Israël. On a un pays indépendant et démocratique. Les États-Unis nous soutiennent. Il n'y a aucun problème. Je veux voir qu'est-ce que vous allez faire sans le soutien des États-Unis. On n'a aucun problème avec les États-Unis. Au contraire, les États-Unis n'ont jamais été on n'a aucun problème avec les États-Unis. Regardez un peu, écoutez un peu et lisez un peu. Les États-Unis sont une démocratie. C'est pas un homme qui décide tout seul. Je voudrais qu'on envisage maintenant ce qui va se poser très vite maintenant comme problème. C'est-à-dire que si on a un résultat qui peut être assez serré, quelle coalition, Dror Even Sapir? Là aussi, il y a quand même des sujets. Si l'Union sioniste est en avance aujourd'hui dans les sondages, il n'est pas sûr qu'il y ait une coalition quand même aussi lisible le soir du 17 mars. Bien sûr. La nouveauté de ces sondages, Jean-Charles, c'est pas tant que l'Union sioniste progresse, elle stagne en fait, c'est plutôt que le Likoud baisse. Et le Likoud baisse au profit
aussi, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, de certains de ses adversaires de droite et de certains de ses concurrents du centre ou du centre-gauche, Lapid, Kahlon. Maintenant, si la tendance se confirme et si l'écart se creuse encore une fois, Herzog pourrait effectivement se retrouver Premier ministre, mais avec quel type de coalition? Et c'est là que les choses peuvent véritablement créer un véritable casse-tête pour le leader de l'Union sioniste, puisqu'il devra ménager la chèvre et le chou dans une coalition gouvernementale qui pourrait comporter le parti de Yair Lapid et les ultra-orthodoxes, le parti Shas dont on va parler tout à l'heure, et les partis Yahadut Torah qui ont dit et redit qu'ils ne voulaient pas siéger dans un seul et même gouvernement avec Yair Lapid. Autre question, le grand inconnu de ce scrutin, Moshe Kahlon, qui vient du Likoud et qui veut peut-être à terme y revenir. Donc s'il veut y revenir, il veut peut-être ménager les militants de son ancien parti. Donc peut-être qu'il ne voudra pas être celui qui aura permis à la gauche de revenir au pouvoir. Donc vous voyez que c'est très complexe, alors que Moshe Kahlon, on le sait, a beaucoup de ressentiments contre Benjamin Netanyahou. Donc c'est un peu un casse-tête chinois. On voit mal quel genre de coalition pourrait émerger des urnes. Pour l'instant, d'après les sondages actuels, d'ailleurs, Benjamin Netanyahou peut rassembler autour de lui une coalition assez cohérente idéologiquement avec les partis religieux, avec Naftali Bennett, avec Eli Yishai, même si Eli Yishai s'est encombré de partenaires d'extrême droite dont Benjamin Netanyahou ne voudra probablement pas, Baruch Marzel, le fameux Baruch Marzel, avec Moshe Kahlon, qui lui peut être un partenaire envisagé tout à fait pour une coalition de droite ou de centre-droite. Mais c'est une coalition assez réduite, et encore une fois, si la tendance des sondages d'hier se confirme, peut-être que même cette majorité-là, ce bloc-là majoritaire de la droite des partis religieux et de Moshe Kahlon, pourrait passer en dessous du seuil des 60 sièges. On n'en est pas encore là, mais ce n'est pas une situation impossible. On va peut-être vers un gouvernement d'union nationale. Alors, avant de parler de ça, justement, d'abord, est-ce que ce n'est pas un peu le point faible, justement, aujourd'hui de l'Union sioniste, c'est-à-dire cette coalition qu'on a du mal à lire? C'est vrai que quand on entend parler d'orthodoxes et de Lapid, ça va poser un problème. Je pense que d'abord, il faut attendre le 17 mars et voir combien de mandats l'Union sioniste aura. Et moi, je suis confiante. Maintenant, il faut comprendre, si on va voter Lapid, c'est donner sa voix. En fait, Lapid peut se trouver, on peut donner sa voix à Lapid, et on peut se trouver après les élections dans un gouvernement de M. Netanyahou avec les Haredim et des coalitions hallucinante. Je pense que pour le moment, les gens d'Israël comprennent, ils commencent à comprendre, et on voit ça dans les sondages, que ces élections sont cruciales. On est dans un point crucial pour le pays, et on voit que les choses changent. On n'est que mercredi aujourd'hui, je pense que les choses vont encore avancer. Je pense qu'il faut d'abord aller voter. Ma première priorité, dire à tout le monde, allez voter. Je ne dis pas allez voter X ou Y, bien sûr que tout le monde sait ce que je dirais. Je dis allez voter. Je pense que l'abstention, ce n'est pas un privilège qu'on peut se permettre dans ces votes cruciaux. Après, il faut voir mardi. Il faut voir combien de mandats nous on a. Il faut voir avec qui on peut faire une coalition. Mais c'est trop tôt. Je pense qu'il faut attendre le 17 mars. Il faut attendre... pas le 17 mars, mais le 18 mars, et dans le meilleur des cas, parce que ce sera très serré probablement. Je suis d'accord. Ça va prendre plusieurs jours. Et les véritables résultats vont être connus probablement 2 ou 3 jours après le 17 mars. Il y a les fameuses voix des soldats, et pas seulement des soldats, des diplomates également, qui sont comptabilisés d'ailleurs avant le vote lui-même, mais dont les résultats parviennent un petit peu plus tard. Et ça peut être un mandat de plus pour tel ou tel bloc, pour tel ou tel parti, un mandat de moins pour tel ou tel bloc ou tel parti. Donc ça peut, dans une situation où les résultats pourraient s'avérer être très serrés, ça peut véritablement changer la donne. Donc, Alors je vous donne la parole dans un instant à Benjamin Lachkar, mais on va aller du côté de l'Aude, parce que c'est là que ce soir la tête de liste du parti Shas, Aryeh Deri, donc un parti qui pourrait jouer un rôle d'arbitre important, fait campagne. Bonsoir Cyril Amar. Alors où vous trouvez-vous exactement, et en quoi consiste justement une réunion organisée par la liste Shas d'Aryeh Deri? Oui, bonsoir Jean-Charles. C'est en terrain conquis qu'Aryeh Deri s'est rendu ce soir dans cette coopérative agricole d'Achiezer, dans le centre d'Israël, un village de juifs originaires du Yémen, fondé dans les années 50. Et l'origine de ses habitants a toute son importance, Jean-Charles, parce que vous le savez, Aryeh Deri, le chef de file de ce parti ultra-orthodoxe séfarade, veut négliger aucune voix de ces juifs orientaux, des juifs orientaux
à qui il veut donner une dignité, ou redonner une dignité, ou en tout cas redonner une visibilité au sein de la société israélienne. Et puis Aryeh Deri, vous le savez, veut redorer le blason d'un parti qui, ma foi, est en baisse dans les sondages, puisqu'il n'est crédité que de 7 sièges actuellement, alors que le parti compte 11 députés dans le Parlement sortant. Un effritement dû notamment en raison de la création d'un parti rival créé par celui qui, jusqu'il y a peu, était encore le président du Chasse, Eli Yishai. Alors Cyril, se pose la question évidemment de l'éventuelle participation du parti Chasse à une coalition de l'Union sioniste, par exemple, où il cohabiterait avec Lapid, qui n'est pas évidemment, en termes d'idées, un allié de Chasse. Alors dans sa très brève apparition ici ce soir au Moshav Achiezer, Aryeh Deri a assuré qu'il y avait de fortes chances que son parti rallie un gouvernement de droite dirigé par Binyamin Netanyahou, un Chasse qu'il veut, un Chasse qui retrouverait sa place de composante sociale au sein d'un gouvernement de droite et au sein ou aux côtés d'un Likoud qui, a-t-il dit, a perdu son âme sociale. Donc c'est pour retrouver cette alliance naturelle et historique créée sous Menachem Begin, le premier ministre mythique du Likoud, qui avait justement courtisé les voix de ces juifs orientaux, que le Chasse voudrait rallier un gouvernement de droite. Mais attention Jean-Charles, Aryeh Deri est un homme politique chevronné, c'est avant tout un pragmatique. Aujourd'hui, le quotidien de gauche à Haaretz s'est bien révélé qu'Aryeh Deri n'excluait pas de siéger au sein d'un gouvernement formé par le travailliste Yitzhak Herzog. Finalement, le Parti travailliste et le Chasse partagent un certain dénominateur commun, une certaine sensibilité sociale. Et puis, au niveau diplomatique, rappelez-vous, Jean-Charles, que le Parti Chasse d'Aryeh Deri avait également siégé au sein du gouvernement Rabin, celui-là même qui avait ratifié les accords d'Oslo. Merci Cyril Amar, donc, qui suivait ce soir le parti Chasse en campagne. Alors Benyamin Lashkar, ça veut dire, finalement, ça doit rassurer un petit peu le Likoud de se dire que si on regarde les coalitions, c'est peut-être pour l'instant celle de droite qui tient la corde? Comme l'a dit madame, on va attendre le 17 mars. Ouais. C'est pour ça que je tiens à dire à tous les électeurs, ne votez pas pour les petits partis, votez pour les grands partis, d'ailleurs aussi bien le parti travailliste à gauche que le parti du Likoud à droite. Je pense qu'on en a marre aussi d'avoir des élections tous les 2 ans. Vu les résultats qui se précisent dans les sondages, il y aura des élections dans 1 an, dans 2 ans maximum, quelle que soit la coalition. Si on veut vraiment changer les choses... Donc ça ne tiendra pas plus de 2 ans selon vous, là Quand vous avez une coalition où le plus grand parti représente au maximum 1/3 du gouvernement, dans tous les cas, on ne peut pas durer très longtemps, même si elle est relativement cohérente, si c'est par exemple une coalition de droite. Il faut absolument changer le système électoral et en attendant, les électeurs ont la responsabilité de voter pour les grands partis. Et moi, je suis pour un système qui soit plus... de biparti, c'est-à-dire avec une droite, un grand parti de droite, un grand parti de gauche, et j'appelle tous les électeurs... À l'américaine ou à l'anglaise, quoi. Ou même à l'européenne. En France, théoriquement en France, c'était comme ça avant. C'est plus le cas. Oui. Donc j'appelle les électeurs à voter pour les grands partis. Ouais. Dror Even Sapir, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette réforme parce qu'on voit arriver évidemment un nouveau scénario d'instabilité, mais... Des rumeurs ont circulé sur l'intention de Reuven Rivlin, le président de l'État, en cas de match nul entre les 2 grandes formations, d'imposer à messieurs Netanyahou et Herzog non seulement l'établissement d'un gouvernement d'union nationale, mais également une réforme, comme à la manière peut-être de celle que vient d'évoquer M. Lashkar, une réforme du système électoral pour éviter effectivement une situation d'instabilité gouvernementale, parce que c'est vrai qu'avec un grand parti entre 20 et 25 mandats, eh on peut pas faire grand-chose, on ne peut pas aller très loin, on peut pas. En termes de gouvernance et de stabilité gouvernementale, c'est évidemment une mauvaise nouvelle. Un mot peut-être sur le Chasse. C'est intéressant, son leader Aryeh Deri a affirmé tout à fait clairement qu'il recommanderait à Reuven Rivlin de confier à Binyamin Netanyahou le soin de former une prochaine coalition. Donc Aryeh Deri à l'écoute de son électorat qui est plutôt un électorat de droite, et puis surtout Aryeh Deri concurrencé sur sa droite par Eli Yishai. Tant qu'il aura sur sa droite Eli Yishai, il ne pourra pas véritablement faire cause commune avec la gauche, alors que plutôt son inclinaison personnelle, celle d'Aryeh Deri, est plutôt vers le centre-gauche d'un point de vue diplomatique et dans la direction du Chasse, pas en tant que candidate, parce que pour l'instant le Chasse n'a pas de candidate, mais très haut placée dans la hiérarchie du Chasse, la fille de l'ancien grand rabbin Ovadia Yosef, l'ancien mentor spirituel du Chasse, Madame Adina Bar Shalom, qui elle est, on pourrait presque dire, une militante de gauche convaincue, et qui a dit récemment que si une initiative diplomatique pour la paix avec les Palestiniens était lancée par le gouvernement, quel qu'il soit,
y compris par les travaillistes, et peut-être surtout par les travaillistes, eh bien le Chass la soutiendrait, cette initiative diplomatique, de toute sa force. C'est en tout cas ce qu'a dit Madame Adina Bar-Shalom. C'est intéressant, peut-être des messages contradictoires qui nous proviennent du Chass. Ouais, mais c'est vrai qu'on voit mal comment, par exemple, que deviendrait cette loi qui a obligé, avec Yair Lapid, les juifs ultra-orthodoxes à s'engager dans l'armée, en tout cas à faire leur service militaire. Ça, c'est une loi à laquelle vous tenez, vous, Miri Rossmann, parce que si les orthodoxes devaient évidemment participer à un gouvernement, ils exigeraient sans doute l'abrogation de cette loi. Moi, je pense que tous les citoyens de l'État d'Israël doivent faire quelque chose pour le pays. Ça peut être un service militaire, ça peut être un service Léomi, ça peut être un service national, ça peut être, ils peuvent aller dans les hôpitaux, ils peuvent aller chez Magen David Adom, ils peuvent aller dans Mechabesh, mais je pense que chacun qui grandit dans ce pays doit faire quelque chose. Moi, depuis que j'étais petite, je savais qu'à 18 ans, je vais à l'armée, et je suis allée à l'armée, et c'est quelque chose qui existe. Je ne force pas les religieux ou des gens qui ont des croyances à aller à l'armée, mais ils peuvent faire un service civil. Ça, c'est une chose primordiale à mes yeux. À partir de là, il faut voir comment les choses se font par rapport au parti Chass. Oui, Aryeh Deri, je suis d'accord avec Dror, dans ses convictions, il allait plutôt vers la gauche. Mais encore une fois, il faut, c'est comme Shimon Peres a dit, les sondages, les promesses avant. Moi, je pense que tout le monde dit beaucoup de choses avant l'élection. Et le jour... Je suis d'accord avec le 18 mars, peut-être même pas 17. On verra, parce qu'on dit maintenant, on va dire celui-là, on va dire que celui-là va être Premier ministre, on va faire des accords avec l'un ou l'autre, mais tout ça va s'évaporer. Il faut attendre les résultats. Et je suis d'accord avec monsieur, il y a deux grandes parties et il faut que ça change, parce qu'on ne peut pas tous les 2 ans avoir des élections dans ce pays. C'est aussi un coût très cher qu'on aurait pu prendre cet argent et donner aux pauvres, aux gens, personnes âgées, survivants de la Shoah, etc. On ne peut pas vivre comme ça. Il faut faire une réforme. Benjamin Lashkar, vous avez l'impression que cette loi-là, par exemple, cet exemple que vont exiger sans doute les partis orthodoxes participer à une coalition, elle a été promulguée par Netanyahou. Il pourrait peut-être la faire retirer sous la pression des partis orthodoxes ? Moi aussi, je pense que c'est très important que tout le monde fasse un service militaire, un service civil. Je pense qu'on doit arriver à ça avec les ultra-orthodoxes, avec le dialogue. Avant cette loi, on avait un phénomène assez impressionnant chaque année d'ultra-orthodoxes qui entraient de plus en plus dans l'armée, aussi bien dans le service civil, dans le service militaire, de plus en plus. Et dans la vie active. Et dans la vie active. C'est le grand. C'est pour ça justement que la pauvreté a beaucoup baissé ces dernières années, contrairement à ce qu'on raconte. C'est que les ultra-orthodoxes travaillent de plus en plus, et les femmes arabes. Et je suis pour que ce mouvement continue, et j'ai peur que justement la loi de Yair Lapid a arrêté ce mouvement. Il y a eu plusieurs indications là-dessus, donc je pense que ce serait plutôt en fait une bonne chose d'enlever cette loi pour que les ultra-orthodoxes servent encore plus, contrairement à ce qu'on pourrait penser logiquement. C'est une indication que vous nous donnez donc, sur ce qui pourrait se passer après le 17 mars. Merci Miri Rossmann. Je rappelle que vous êtes donc porte-parole francophone pour l'Union sioniste. Merci. Benjamin Lashkar. Vous êtes porte-parole francophone pour le Likoud. Dror Even Sapir, on attend encore des sondages d'ici mardi. Il y en aura probablement, bien évidemment. Vendredi, une vague de sondages sera publiée par les grands journaux, puisque vous savez que les éditions des grands journaux du vendredi sont très lues et très suivies. Il y aura plusieurs sondages. On verra si l'écart entre l'Union sioniste et le Likoud se confirme et se creuse. Merci, Dror Even Sapir. On continue dans un instant, juste après les infos, avec notamment Michael Oren qui sera notre invité. Il est candidat sur la liste Kulanou de Moshe Karlon. A tout de suite, juste après les infos. Suite de notre page spéciale élection israélienne. Dans une dizaine de minutes, notre invité politique sera Michael Oren, ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis, qui s'est lancé dans la politique pour intégrer la liste Kulanou conduite par Moshe Karlon. Mais tout d'abord, comme chaque soir, coup d'œil sur les réseaux sociaux, une campagne sous forme de clip. C'est un peu la mode cette année en Israël, on vous en a parlé quasiment tous les soirs. Bonsoir Miri Maman. Bonsoir Jean-Charles. Alors, 3 clips ont retenu votre attention aujourd'hui, 3 qui font le buzz, et notamment celui de Lieberman, Avigdor de son prénom. Oui, alors le patron de Israël Beitenu a déjà créé le buzz sans clip, vous vous en souvenez hier, avec ses déclarations sur les Arabes israéliens qui ne soutiendraient pas Israël. Regardez. Je voudrais dire que celui qui est avec nous devrait tout obtenir, comme il le souhaite. Mais ceux qui sont contre nous, il n'y a rien à faire. Nous devons chercher nos haches et leur couper la tête, sinon nous ne survivrons pas ici.
Ça n'est pas passé inaperçu, effectivement. Non, j'allais dire inutile de dire que que évidemment ça a fait le buzz et notamment ça a contrarié pas mal les Arabes israéliens. Et Lieberman en remet une couche hier soir avec son clip de campagne journalier quotidien, puisque vous savez que tous les soirs les partis politiques israéliens sortent de nouveaux clips de campagne. Regardez. הגיע הזמן לעשות לזה סוף. תכלס, ליברמן. Plus de 30 000 vues, hein, Jean-Charles, sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Évidemment, avec des avis et des commentaires très partagés, très mitigés. Ces soutiens qui le soutiennent, évidemment. Et puis, il est très, très critiqué par la gauche, notamment. Alors, on va maintenant voir d'autres clips que vous avez sélectionnés, mais dont la particularité, cette fois, c'est de ne pas être produit par des partis politiques. Non, et le premier dont j'ai envie de vous parler a fait 650 000 vues sur Facebook, ce qui est énorme en quelques jours. C'est celui de V15. Vous connaissez peut-être cette association qui veut le changement en Israël, un petit peu comme en France, le changement c'est maintenant. Voilà, ça c'est pour V15. Regardez tout de suite. Alors, c'est un rapport quand même très violent entre le vote et la situation explosive, puisque c'est le mot qui revient, ça fait réagir. Beaucoup de réactions, et notamment plus de 12 000 commentaires quand cette vidéo a été publiée. Alors, il faut rappeler que V15 n'appelle pas à voter pour tel ou tel parti, mais uniquement pour le changement. Alors, les avis sont plutôt mitigés. Il y a ceux, évidemment, qui applaudissent ce genre de clip, et puis il y a les contradicteurs, comme Svetlana, qui accuse V15 de manipuler les électeurs. Mais il y a surtout ceux qui se demandent qui est V15 et qui les finance et pour qui voter. En tout cas, c'est vraiment des questionnements sincères des internautes. Alors, on va maintenant s'intéresser à une autre vidéo qui n'est pas non plus signée d'un parti politique. Et non, et ça, c'est le pendant de droite de V15. C'est Im Tirtzu, vous savez, cette fameuse phrase de Herzl, le père du sionisme, si vous le voulez, ce ne sera pas une légende. Eh bien, ils votent, eux, appellent à voter. À droite, ils estiment que tous les partis de gauche et de centre ne sont pas sionistes. Ils ont réalisé plusieurs clips. Voici celui qui marche le mieux. C'est un clip assez bruyant, hein, quand même. Il ne faut pas l'écouter toute la journée. Non, alors il faut savoir que les corbeaux pour les Israéliens font ra, et ra, ça veut dire mauvais. Voilà, donc vous avez compris, les corbeaux se sont mis en masse sur le panneau publicitaire, le panneau pour l'Union sioniste. Voilà, donc ça veut dire vous êtes mauvais. Voilà, ça c'est le côté un petit peu humoristique. Ça plaît pas toujours aux internautes. Jean-Charles, beaucoup disent qu'ils se préoccupent beaucoup trop de taper sur la gauche plutôt que de s'intéresser réellement aux problèmes des Israéliens. Ouais. C'est vrai qu'on a vu beaucoup des messages comme ça. Vous nous en parliez hier déjà de ces fameux messages négatifs. Celui-là, il est assez direct, effectivement. Voilà donc ce qu'on peut en dire. Merci Miri Maman. Évidemment, on continue à suivre cette campagne par écran interposé, c'est-à-dire soit les écrans d'ordinateur et aussi ces clips qui sont diffusés parfois aussi à la télévision. Alors, il faut bien rappeler que, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, mais il n'y aura plus de sondage à partir de vendredi, ce qui veut dire que là, après, il ne restera plus que quelques jours avant le scrutin de mardi prochain. Alors, on vous a proposé également toute une série de portraits dans cette campagne israélienne, de portraits
portrait de femme. Et on va s'intéresser aujourd'hui à l'une des personnalités les plus marquantes peut-être de la liste du Likoud. Il s'agit de Miri Regev. On vous l'a montré il y a quelques jours dans une situation étonnante. Elle était dans un bar gay à Tel Aviv, puisque le Likoud avait décidé d'aller à la rencontre de la communauté homosexuelle d'Israël. Et c'est Miri Regev qui était allée. Eh bien, Miri Regev, c'est un personnage qui ne passe pas inaperçu sur la scène politique israélienne. Et Tal Shalev, accompagné de Lorraine Tolila, eh bien, vont vous dresser le portrait de cette députée du Likoud, pas comme les autres. שמי מירי רגב, תת-אלוף במילואים, נשואה לדרור, אימא לשלושה ילדים, רועי, יעל ומיכל, דוברת צה"ל לשעבר, בתקופת מלחמת לבנון השנייה, צנזורית צבאית ראשית, יושבת ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת מטעם הליכוד. בבחירות האחרונות הגעתי למקום הרביעי, שברתי את תקרת הזכוכית לנשים במפלגת הליכוד. בעזרת השם נתניהו ינצח בבחירות הקרובות, הליכוד יהיה בממשלה, ואני אגיע גם להיות שרה בממשלת ישראל. בזמן השירות הצבאי שלי כדוברת צה"ל, כצנזורית צבאית ראשית, לא התעסקתי בכלל עם פוליטיקה, התעסקתי רק במשימות, בהיבטים הצה"ליים. היו לנו הרבה מאוד אירועים קשים בצבא, המדינה, מלחמת לבנון השנייה, חטיפתו של גלעד שליט, ההתנתקות, הרבה מאוד עניינים. לא התעסקתי בכלל בפוליטיקה. אחרי ההתנתקות ואחרי תוצאות ההתנתקות, אתה מבין שבעצם אפשר לדבר על שלום, אבל בתכלס, במקום שלום יש לנו כאן טרור ומלחמה. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לשמור על המדינה שלנו. ואני, כאשת צבא שלא יכולתי להתנגד למהלך כזה או אחר, משום שאת אישה מתעסקת בתפקיד מקצועי, אמרתי לעצמי כפוליטיקאית, אני כבר לא עושה דברו של מפקד כזה או אחר בהיררכיה הצבאית, אלא אעשה את הדברים שאני מאמינה בהם. אני חושבת שמה שמאפיין אותי, שהצלחתי לפצח את ה-DNA של הליכוד, זה שאני מדברת בגובה העיניים, שאני אותנטית, אבל אני גם יודעת להיות חדה וברורה, לדבר מאותו מקום שאנשים כואב להם, ואני לא משחקת אותה מרוחקת. לא מרוחקת, באתי מהם, אני חוזרת אליהם. לא, זה לא עושה אותי יותר מכובדת אם אני הולכת עם עניבה או מדברת בשפה, לא, לא. אין הרבה נשים בפוליטיקה שהיו גם דוברת צה"ל וגם צנזורית צבאית ראשית. אני עם כל הכבוד, חצי מהקבינט לא יודע מה שאני יודעת בנושאים האסטרטגיים ביטחוניים של מדינת ישראל. בעולם לא אהבתי את התפקיד הזה של יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים, או הוועדה למעמד האישה. אבל אני מבינה שבעידן של היום עדיין אנחנו צריכים לדחוף בחקיקה ובהתערבות ממשלתית את קידום נשים, כדי שנגיע בסופו של דבר לשוויון אמיתי, שנשים וגברים יקבלו את אותו שכר באותם תפקידים, שייצוג הנשים בפוליטיקה יהיה כפי שהן מיוצגות בחברה הישראלית, כדי שנעשה יותר למען באמת שוויון אמיתי. התקשורת, יש לה בעיה לאכול אותי. רוב התקשורת היא שמאלנית. עכשיו, ימין חברתי? אוי אוי אוי, מה פתאום? ימין בעד תא גאה, קהילה גאה? מה פתאום? עכשיו, לא יודעים איך לאכול אותי. אני גם לא רואה אותה ממטר. אני נמצאת מולם בתוכנית, ואני לא מנסה להתחנף עליהם. אני מנסה להעביר את המסר שלי. אני עושה את הדברים ממקום של אכפתיות. ממקום שאני מרגישה שזאת באמת המשימה שלי, התפקיד שלי. ואז פשוט שמה את כל הדברים האחרים בצד. אני לא מתלהבת שעושים ממני מלכה בתקשורת, ואני לא נופלת שעושים ממני משהו אחר בתקשורת. בסופו של דבר, אני מבינה היום יותר מתמיד שאין כמו הדרך שלכת עם האמת שלך, להגיד אותה באומץ, גם אם היא לא נעימה לחלק מהאנשים. יש בתוכנו איזשהו קול שדוחף אותנו לעשות את הדברים הנכונים לנו. להקשיב לקול הזה. וכשמקשיבים לקול הזה, שמיים הם הגבול. Notre invité politique ce soir est candidat sur la liste conduite par Moshe Kahlon, celle de Kulanu, nouveau parti. Il s'agit de Michael Oren. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Vous avez d'ailleurs grandi aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez d'ailleurs, Michael Oren, aujourd'hui, eh bien, la position qu'ont les Américains et notamment la communauté juive américaine vis-à-vis de Netanyahou et d'Israël après le discours dont on a beaucoup parlé? Est-ce que finalement être un juif américain, là, eh bien, on se trouve dans une position différente d'être un Israélien à cause de ce discours de Netanyahou? Est-ce que ça a créé un fossé finalement entre les Juifs américains et les Juifs en Israël?
il est impossible de généraliser concernant la communauté juive américaine. Il s'agit d'une communauté qui a beaucoup de courants différents. Il y a les progressistes, très libéraux, il y a la droite, il y a des orthodoxes, des réformés, des conservatifs, mais une partie du public de la communauté juive américaine, et en effet, s'est opposé au discours du Premier ministre devant le Congrès. Et cette partie qui s'identifie d'une manière plus traditionnelle avec le Parti démocrate, même avec l'aile la plus à gauche, la plus progressiste du Parti démocrate. Il n'est impossible de nier le fait que ce discours a été controversé. Le Premier ministre s'est exprimé d'une manière très étatique, très forte et très convaincante. Mais concernant l'endroit du Congrès, devant les deux chambres du Congrès, contrairement à l'avis du président et du Parti démocrate, c'est de là que la controverse est née. Ouais. Alors elle continue d'ailleurs aujourd'hui encore aux États-Unis, puisqu'on voit qu'il y a une vive polémique entre les membres du Congrès, les républicains qui ont fait cette lettre ouverte à l'Iran, et la Maison-Blanche est très mécontente. Aujourd'hui encore, John Kerry a dit que cela pouvait nuire à la confiance dans les États-Unis, justement cette procédure. Vous pensez que Netanyahou est responsable de tout cela, ou est-ce que ce sont les républicains finalement peut-être qui sont responsables de cette situation ? D'abord, je veux dire que moi, personnellement, et au nom de mon parti, le Kulanu, nous avons critiqué la décision du Premier ministre de prononcer un discours devant le Congrès, parce que nous étions inquiets de créer, que Benjamin Netanyahou crée une controverse avec les démocrates. Mais nous n'étions pas opposés à la position du Premier ministre concernant le nucléaire iranien. Il s'agit d'un danger existentiel pour l'État d'Israël. Et tous ceux qui ont participé aux discussions les plus intimes avec les États-Unis, et ça a été mon cas, j'ai participé à ces discussions pendant de nombreuses années sur le dossier iranien, toutes ces personnes ne peuvent pas parvenir à une autre conclusion. C'est bien un danger existentiel pour Israël. Et tout dirigeant Israël doit tout faire pour empêcher que l'Iran ne devienne une puissance ou une capacité, ou n'acquiert une capacité nucléaire. Et comme vous l'avez dit, il y a une division, il y a une controverse très profonde entre le président et entre les sénateurs républicains, ceux qui ont envoyé cette lettre. Israël ne devrait pas rentrer dans cette polémique. C'est une polémique interne. Alors, on parle maintenant de politique et donc de ces élections. D'abord, qu'est-ce qui vous a amené à vous joindre à cette liste emmenée par Moshe Karklon, à Kulanu, à vous mettre donc au service de la politique israélienne? Pourquoi Kulanu? D'abord, me joindre à la politique, j'ai toujours consacré la plus grande part de ma vie à la mission en faveur de l'État d'Israël dans plusieurs rôles publics, militaires, diplomatiques. C'est tout simplement une suite très naturelle pour moi de continuer à servir l'État d'Israël et le peuple d'Israël. Maintenant, concernant mon arrivée au parti de Kulanu, c'est un parti pour l'essentiel social, économique, qui donne une réponse aux très graves problèmes sociaux, des problèmes de pauvreté, d'écarts sociaux parmi les plus profonds du monde, des monopoles qui sont à la haute main sur le logement, sur les banques, et c'est une situation très difficile, et j'ai ressenti le besoin, comme citoyen de l'État des Juifs, que je ne pouvais pas rester indifférent à la situation des couches les plus défavorisées, des nouveaux immigrants, des personnes âgées. Je viens de la diplomatie, mais je sais que si nous ne sommes pas forts à l'intérieur, il nous sera très difficile d'être forts vers l'extérieur.
et inversement. Il nous faut donc je suis venu pour donner une réponse à des problèmes sociaux, et même si dans les problèmes dans les questions internationales, il faut, je crois, d'abord renforcer les questions internes et les problèmes internes. Alors pour l'instant, le parti Kulanu qu'on annonce peut-être comme une surprise de ce scrutin est autour de 9-10 sièges dans les sondages. Vous pensez que ce sera plus? Vous espérez que ce sera beaucoup plus mardi soir? Je sens dans le terrain, et je suis dans le terrain depuis 3 mois, du nord dans le sud. J'ai véritablement je suis allé partout en Israël, et partout nous recevons un accueil très chaleureux, et ils veulent le genre de changement que nous promettons aux électeurs. Et j'espère que le jour des élections, le jour du scrutin, toute cette bonne volonté, ce soutien se traduira dans les urnes et dans le nombre de mandats que nous obtiendrons. Mais alors, on parle de ce changement. C'est vrai qu'on s'aperçoit dans les sondages là, depuis quelques jours qu'il y a peut-être un changement de tendance et que le Likoud de Netanyahou semble plus en difficulté. Est-ce que pour vous, le changement, c'est forcément sans Netanyahou après les élections? Est-ce que ça peut être le changement tout en ayant Netanyahou comme Premier ministre? Et il y a toutes sortes de partis en Israël qui changent leur position en fonction des coalitions qui pourront rejoindre. Nous n'avons pas changé notre position. Nous, le parti Moshe Carlon, nous pouvons nous joindre à toute coalition qui nous donnera les instruments nécessaires pour remplir nos promesses aux électeurs, pour détruire les monopoles, pour faire baisser le prix du logement, le coût de la vie, pour réduire les écarts sociaux. Toute coalition qui serait prête à nous donner la possibilité de le faire, eh bien, nous la rejoindrons. Oui, mais avec ou sans Netanyahou, c'est un peu ça la question de ces élections. Vous êtes d'accord? Ça tourne autour de ça. C'est beaucoup moins important qui sera Premier ministre. Ce qui est beaucoup plus important, c'est que nous puissions donner une réponse aux crises qui touchent la société et l'économie israélienne, et en première rang desquelles la crise du logement. Il nous manque 25 000 unités de logement en Israël. Les prix de l'immobilier depuis quelques années ont plus que doublé, et seulement pour cette dernière année, 17% de plus ont été constatés. Le coût de la location a également augmenté d'une manière drastique. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Une génération entière risque de quitter le pays. C'est vraiment un problème existentiel pour l'État d'Israël. Nous venons pour donner une solution et une réponse à ce danger. Bon, alors vous ne voulez pas me dire si vous la prendrez chez Herzog ou chez Netanyahou, cette réponse, mais est-ce que néanmoins vous avez l'impression aujourd'hui que Israël va devoir changer complètement de politique aussi en matière sécuritaire? Est-ce qu'il faudra un changement complet là-dessus aussi? Très rapidement. Non, je ne pense pas que... Je crois que nous nous trouvons dans une région très dangereuse. Le monde arabe se désintègre. Le danger que représente un Iran presque nucléaire est de plus en plus grand. Israël doit rester sur ses gardes et doit obtenir les moyens nécessaires pour se défendre. Mais il faut penser ce qui est l'ordre des priorités et s'occuper de l'économie et de la société. Merci beaucoup, Michael Oren. Je rappelle que vous êtes candidat donc sur la liste de Moshe Carlon Kulanu pour ces élections à la Knesset, et vous étiez notre invité ce soir. Merci.